plus on s'en rapproche, plus on s'aperçoit qu'il est discontinu. Alors là, ce ne serait peut-être pas ce que vous auriez apporté de plus neuf. Non, parce que dans le pointillisme, tous les points sont posés les uns à côté des autres, bureaucratiquement, exactement comme dans n'importe quelle mosaïque à Ravenne. Tandis que moi, j'introduis que chaque corpuscule, chaque point ait un dynamisme. Ah oui, un dynamisme particulier. Particulier à lui. Et que chaque point, au lieu d'être un petit point bureaucratique, qui se fond dans l'ensemble, soit une véritable tragédie. Il a son autonomie. Il faut que chaque coup de pinceau soit l'équivalent d'une tragédie d'Échille. Et c'est ça ce qu'ils ont apporté, les abstraits, les tout derniers abstraits. Mais dans l'effort du peintre pour donner cette autonomie à son coup de pinceau, ou dans ce coup de pinceau lui-même, dans la qualité proprement picturale, dans la qualité de la couleur, de la ligne, ou parce qu'il y aura un effort du peintre? Parce qu'il y aura un effort cosmogonique du peintre d'avoir étudié d'une certaine façon les structures et les formes qui n'avaient jamais existé auparavant. Et l'art abstrait, dans cette conception que vous avez du divisionnisme, car c'est tout de même une façon de diviser la peinture, de cette discontinuité, quel rôle joue-t-il, lui, l'art abstrait contemporain? Il joue un rôle expérimental de tout premier ordre, et tout à fait valable. Oui, mais le fait que vous disiez un rôle expérimental semble être une petite critique, car la peinture doit être un résultat, doit être quelque chose d'effectif, un apport immédiat et décisif, et non pas seulement une expérience. Mais l'art abstrait est une expérience. Je considère que ça c'est propre à tous les moments valables de l'art moderne, depuis l'impressionnisme. Je crois que tous a été des expériences. Mais dans ces expériences, l'unique chose valable était la discontinuité de la matière. Maintenant, les peintres abstraits, c'est les uniques qui sont valables parce qu'ils continuent cette idée sur un terrain tout à fait particulier. Oui, mais c'est des expériences qui doivent amener peut-être à des créations de structures angéliques, mais pour le moment ne le sont pas. Mais parce qu'il n'y a pas encore de système organisé. Ni de synthèse, ni même de vision. De vision d'ensemble, oui. De lucidité. C'est des êtres qui produisent des documents presque aussi fortuits que ceux comme aspect, que ceux qui nous offrent certaines images photographiques dans la microphysique. Donc, pour vous, les peintres abstraits travaillent au microscope. Ils sont dans le microcosme. Et les plus bons sont pour moi dans des choses de microphysique, des choses infiniment petites. Ou infiniment grandes. On pourrait supposer que certaines images abstraites sont tirées d'un laboratoire où l'on développe les photos prises par des astronomes, ou au contraire de photos prises par des biologues. Biologistes. C'est petit, c'est la microphysique. Ce n'est pas mais un ciel étoilé peut nous donner aussi cette impression de microcosme. Ça peut donner cette impression, mais elle est un peu fausse parce que de plus en plus, on voit qu'il y a moins de correspondance de ce qu'on croyait entre le macrocosme et le microcosme. C'est-à-dire le monde infiniment petit obéit à des lois qui sont très différentes de celles de l'infiniment grand. Et même contradictoires. Cette analogie de le ciel étoilé avec les atomes. Oui, c'est une analogie à l'échelle de notre vision oculaire, à nous, à l'échelle de notre petitesse. Et d'une conception très empirique, il faut bien le dire, de la science. Alors, je voudrais maintenant savoir comment vous êtes arrivé, comment vous croyez être arrivé à cette synthèse. Et je ne crois pas que j'y arrivé, je crois que, d'ailleurs j'ai toujours dit, et je crois que je suis un peintre assez médiocre dans ce que je produis. Ce que je considère génial, c'est la vision de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire quand je fais un tableau comme mon Assomption, ce n'est pas que je considère que c'est un tableau réalisé. C'est aussi une expérience comme celle qui font les abstraits. Mais il est plus important dans le sens que je montre comment peut-être pourrait être un tableau le jour qu'on saurait le faire, et le jour qu'on aurait passé par toute cette expérience abstraite, et le jour qu'on aurait vraiment une sensibilité complètement saturée de cette nouvelle réalité de la discontinuité de la matière.
Mais c'est comme une espèce de projet. Je dis, voilà, ça pourrait être un peu comme ça. Il devrait y avoir un sujet religieux comme l'Assomption. Cette Assomption devrait être faite par ce chemin de structures empruntées plus ou moins au cubisme gris de Picasso, au futurisme, à la peinture abstraite. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment réalisé, rien de tout cela. Donc je me considère pour le moment un peintre aussi expérimental que les peintres abstraits, mais avec une vision plus impérialiste et géniale. Plus totalitaire, plus bon totalitaire, sens du mot. exactement. Vous êtes plus unanime, comme on disait à une certaine époque. Mais ce que vous venez de dire, au fond, est un signe de grande modestie, puisque vous dites que votre peinture n'est qu'une expérimentation. Mais est-ce que ça ne jouerait pas, alors, pour tous les grands peintres, auxquels nous trouvons, à juste titre, du génie? Est-ce qu'ils n'auraient pas tenté que des expériences? Alors, est-ce que l'art ne serait pas toujours qu'une expérience? Est-ce que l'homme pourrait un jour aboutir à un art qui serait mieux qu'une expérience? Je ne le crois pas, vous non plus. Non, mais moi je considère que dans le moment de la pleine renaissance, des êtres qu'eux-mêmes étaient des êtres presque comme des anges, comme Raphaël, se sont trouvés soudainement avec toutes les expériences de la pré-renaissance dans leurs mains. Raphaël n'a dû que refaire tout ce que les autres avaient fait et ajouter presque rien. Oui, et ce presque rien, c'était l'ange. Oui. Mais est-ce que vous croyez que... Ça, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de refaire tout. C'est impossible. Oui, mais je vais vous poser une question précise. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque de la Renaissance, vous, Dali, vous auriez pu tenter l'expérience que vous tentez à l'heure actuelle sans que le surréalisme soit passé avant vous? Car le surréalisme était passé avant la Renaissance avec Jérôme Bosch, par exemple. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que toutes les époques d'art, au fond, qui ont l'air de progresser, ne font que se répéter? Je crois comme Héraclite qu'il n'y a jamais que la répétition est absolument oui, elle n'existe pas. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'occuper d'être justement moderne, parce qu'on ne peut pas éviter de l'être. Même si on veut refaire exactement, on veut peindre comme Raphaël, ce sera complètement... Oui, mais alors ma question, je vous l'ai peut-être mal posée, cette question. Est-ce que vous croyez qu'il y a un progrès possible dans l'art? Voilà. Moi, je ne crois jamais qu'il y a un progrès dans quoi que ce soit. Dans l'art, je crois qu'il y a encore peut-être moins de progrès que dans le reste. C'est pour ça que j'ai mis tout dans les cocus. Dans votre dernier livre, Les cocus du vieillard moderne. J'ai commencé par les divins torches de Phidias et des choses grecques, et jusqu'à arriver au nu bestial de Picasso, dans lequel vraiment on ne peut pas dire que ce soit un progrès. À côté de Phidias, au nu de Picasso. Oui, mais là, il ne s'agit pas de Picasso et du Picasso. Il s'agit de l'Assomption du Santiago de Salvador Dali. Est-ce que Salvador Dali a l'impression que lui, c'est un progrès par rapport au nu de Phidias? Je crois que ça, si on arrivait à qu'il soit quelque chose d'approchant ou d'équivalent au nu de Phidias, mais transposé fatalement aux conceptions de la nouvelle physique d'aujourd'hui, ce serait déjà quelque chose d'absolument miraculeux et largement suffisant. Alors je voudrais si nous pouvions, je crois, Mathieu et moi, devenir les Phidias d'aujourd'hui, de la discontinuité de la matière, moi je signe tout de suite, je trouve que ça suffit, je suis très content de ça, je ne veux pas surpasser ce. Mais comment pourriez-vous savoir que vous seriez Phidias? Comment? Vous ne pourriez pas le savoir, justement, c'est cette connaissance de votre propre expérience que vous ne pouvez pas avoir. Ah, mais moi, oui, parce que j'ai cette espèce de sentinelle de la répugnance qui se localise justement dans le coude et dans le dessous de la langue. Et le jour que ça arrive, je le sens tout de suite. Oui, vous dites la sentinelle de la répugnance. Je vous le téléphone, je dis maintenant, ça y est, je suis le Phidias de la discontinuité de la matière. Non, mais vous dites la sentinelle de la répugnance. C'est pas la sentinelle de la répugnance, ça serait la sentinelle au contraire de l'attirance. Ah non, c'est toujours les choses que je souhaite le plus qui me sont adverties par la répugnance. Ça, je considère que Aurel Colney, l'Hongrois, qui a écrit la phénoménologie de la répugnance, il a dit que toujours la répugnance est la sentinelle qui est tout près de la porte des choses qu'on désire le plus, des choses que nous souhaitons le plus, et de la façon surtout gustative, qui est celle que moi... Oui, d'ailleurs, c'est bien ce qui nous a troublés souvent dans l'expression de votre œuvre, c'est ce mélange entre la répulsion et la propulsion.
Mais Comme s'il y avait à partir de la répulsion justement cette propulsion. Exact. Et cela nous a souvent déroutés, désorientés, cela nous a même choqués. Et on a vu dans cette discontinuité apparente, non seulement de la peinture, mais de votre esprit, Ça, je dis bon. apparente. Ce que vous dites, c'est très bon parce que vous touchez le... Mais on a vu quelquefois une incohérence. Or, je crois qu'il y a une très grande cohésion dans votre système, il faut bien le dire. Vous avez un système très organisé, vous êtes ce fou de précision, vous êtes cet homme précis de folie, si l'on peut dire. Et alors, je voudrais vous demander maintenant, en abordant un plan beaucoup plus pratique, un plan immédiat, comment, à travers ce film que vous êtes en train de réaliser avec M. Descharnes, vous avez voulu nous montrer le cheminement, le processus, mieux que la jeunesse, je dis le processus, puisque ça va jusqu'à l'aboutissement de votre, non pas de votre concept, mais de votre conception, de votre réalisation de l'art. Ce film s'intitule, et ici je donnerai la parole à M. Descharnes, qui nous expliquera comment l'idée lui est venue de le réaliser avec vous, Salvador Dali. Ce film va s'appeler, n'est-ce pas, l'histoire prodigieuse, plutôt histoire prodigieuse de la dentelière et du rhinocéros. Alors je vous demanderai de nous préciser ce que vient faire ici ce rhinocéros en face de cette dentelière qui est celle de Vermeer, de Delft. C'est ça. Je crois que quand Salvador Dali est allé copier au musée du Louvre la dentelière, en 1954, nous avions pensé faire des prises de vue. Et c'est à partir de ce moment où le film a été entraîné et j'ai décidé, d'accord avec Dali, de faire un film avec et sur la méthode paranoïaque critique. Le premier film. Le premier. Le premier film sur Dali ou sur la méthode paranoïaque critique? Je dis avec l'utilisation de la méthode paranoïaque critique parce que ce film est tourné justement avec l'emploi total de la méthode paranoïaque critique. Mais comment cela se traduit-il finalement? Cela se traduit par l'utilisation de tous les hasards objectifs et de l'enchaînement de toutes les pensées de Dali. Je crois que là, il peut expliquer beaucoup mieux que moi, à partir du musée du Louvre, comment il y a un enchaînement direct entre la dentelière et les cornes de rhinocéros pour aboutir maintenant à la dernière séquence que nous tournons sur la chair de poule. Oui, ce mot chair de poule éveille notre curiosité. Alors Salvador Dali, pouvez-vous nous dire ce que vient faire ici cette séquence de la chair de poule dans le rhinocéros et la dentelière? C'est la dernière conséquence imprévue et paradoxale de cet effet apollonien que toujours on a observé, de calme absolu de la dentelière, lequel, à travers toute cette suite systématique de faits délirants et de pensées délirantes, aboutit au frisson. C'est-à-dire, on va filmer demain le phénomène du frisson qui est matérialisé dans la chair de poule se répandant sur un sein féminin. Et ceci est À partir de quelle sensation? La sensation est à trouver, parce qu'il y a plusieurs sensations qui peuvent produire la chair de poule. Je crois qu'on utilisera le bruit, c'est-à-dire quand avec une fourchette on gratte sur le marbre. Le crissement d'une fourchette sur la pierre. Sur le marbre, mais cette chose va être amplifiée. Au lieu d'une fourchette, ça va être 5 baïonnettes. Ce qui est symbolique aussi. Oui, car les baïonnettes nous donnent la chair de poule, oui. Non, parce que le numéro 5, c'est pythagoricien, et c'est à la base de l'ursin. Et enfin, tout le film est avec basé la sur... réaction sur le sein, en faisant un mauvais jeu de mots. Exactement, et après le sein possède, comme vous savez, ces granulations, que moi j'ai toujours, à la pointe du sein, qu'on croirait qu'on peut téléphoner, ces petites granulations tout à fait spéciales. Oui, des grumeaux. Qu'on m'a affirmé qu'ils ne sont rien d'autre que de la chair de poule chronique. Et justement, d'une façon imprévue, la dentelière finit dans le mythe et dans la tragédie grandiose d'Oreste. C'est-à-dire le moment où il y a le doute le plus grand et le plus sublime de tous, où le fils hésite de sa mère, et sa mère
lui dit s'il osera de transpercer le sein qu'il lui a donné le lait. Oui, alors ce sein a la chair de poule, mais là, il a la chair de poule sans besoin qu'il y ait le crissement du couteau sur la pierre. Simplement, la vue du couteau suffit à provoquer cette chair de poule, je pense. Oui, mais pour moi, le couteau doit être dirigé exactement dans un endroit précis de ce sein et doit érecter cette chair de poule avec le maximum de puissance, et c'est ce que nous allons filmer. Demain. Mais alors j'ai compris maintenant ce qu'était cette séquence, enfin je crois comprendre un peu ce qu'elle est cette séquence de la chair de poule, mais ça ne m'explique pas le rapport qu'il y a entre la dentelière et le rhinocéros. Alors monsieur Descharnes, voudriez-vous nous le dire pour les auditeurs? Oui, c'est assez difficile à expliquer parce qu'au fond, toute la continuité est visuelle. Alors je pense que Salvador Dali, qui avait peint cette copie avec à l'aide de spirales logarithmiques, et qui après a fait des études très poussées, est passé de là dans la structure du tournesol. Du tournesol à celle de la chou-fleur, qui est constituée par une infinité de spirales logarithmiques, une concentration d'univers et de galaxies. Qui sont aussi de la chair de poule. Oui, justement, d'ailleurs, je pense que c'est... Toutes ces granulations sont de la chair de poule. Et à l'ursin qui est... d'après les toutes dernières découvertes morphologiques, l'ursin n'était qu'une goutte d'eau qui ne se répandait pas en parfaite tension. Et ça c'est moi que je le dis, au moment de la création, l'ursin a dû passer une terreur terrible, un effroi terrible de perdre, de se briser, de perdre l'originalité virginale de son galbe, de sa forme. Et à ce moment-ci, cette goutte s'est hérissée de chair de poule qui a été agrémentée par les épicules, par les pointes, qui était le mécanisme de défense qui le protégeait justement de perdre cette originalité, cette virginité de sa forme. Mais vous avez toujours été assez préoccupé par cette vision du hérissement. Et dans vos mémoires, vous nous parlez de l'épisode du hérisson. Or, l'oursin... J'avais pas pensé à ça, mais c'est un très bon antécédent. D'ailleurs, constamment, nous faisons des découvertes que chacune de ces images, on trouve des antécédents. On retrouve ici le mythe solaire, car ce sont toujours des circonférences hérissées de piquants comme de rayons. Exactement, exactement. Et je voudrais maintenant... D'ailleurs, c'est un caractère cosmique. Le film finit parce que toutes ces choses que j'expliquais d'Oreste passent du côté d'Échille, dans la tragédie normale d'Échille, à une vraie tragédie cosmique qui est celle des coefficients d'incertitude de comment il s'appelle ce monsieur Heisenberg. Je ne sais jamais le dire. Oui, donc, cette fameuse loi d'incertitude qui est maintenant une des lois primordiales à mon point de vue, le frison de notre époque. Oui, car autrefois... La chair de poule de tous nous. Oui, ça, vraiment, on peut avoir la chair de poule, les scientifiques peuvent l'avoir, car au moment du positivisme, ils avaient posé comme base à toute science que la science était, elle, sûre et que c'était la seule certitude, et que maintenant, on est arrivé à démontrer rationnellement, enfin scientifiquement, que la loi d'incertitude est une des lois fondamentales de la science. Là, il y a de quoi avoir la chair de poule. Parmi vos projets actuels, Salvador Dali, il en est un autre, qui n'est plus de cinéma, mais de publication, d'édition illustrée. Ce livre que vous allez illustrer, car je crois que vous n'avez pas encore entrepris ce travail. Oui, je suis en train d'illustrer en ce moment... Don Quichotte de Cervantes. Et je crois que Don Quichotte est un personnage qui doit beaucoup vous plaire, car vous-même, vous nous donnez l'impression d'être, par moments, mené par un certain sens, une certaine passion de don quichotisme. Et je ne dis pas que vous alliez vous battre contre les moulins, je ne dis pas que, comme Don Quichotte, vous croyez trucider des géants quand vous ne faites que pourfendre des outres de vin, mais je pense que tout de même, il y a chez vous un désir d'aller très loin dans une connaissance, et il y a un épisode de Don Quichotte que je suis presque persuadé que vous chercherez à illustrer, c'est celui du gouffre de Montesinos. Absolument. Et ici, je voudrais citer ce que dit Don Quichotte. Il me semble que c'est vous qui pourriez le dire. Vous allez me dire si je me trompe. Je vais me précipiter, m'engloutir et m'engouffrer dans l'abîme qui s'offre à mes yeux, uniquement pour que le monde apprenne qu'il n'y a pas de chose impossible que je ne tente
et que je n'accomplisse. Et je vois Don Quichotte s'engouffrer dans cet énorme précipice, soutenu par des cordes que tient Sancho Panza, et je vous vois, vous, Salvador Dali, vous enfoncer dans la connaissance artistique un peu comme Don Quichotte. Et je crois que cette image doit vous tenter. C'est exact dans le cas précis de Don Quichotte. Je m'effondre et je descends dans le gouffre d'une chose qui s'appelle les bibliophiles, que j'admire beaucoup parce que je considère que c'est des... Ah oui, alors là, ce n'est plus la connaissance avec un C majuscule, c'est une connaissance plus restreinte. Cette espèce de fous absolument fétichistes, c'est les gens les plus fétichistes de la Terre, et lesquels ils ont surtout la passion de posséder les choses les plus rares qui soient dans le monde. Alors moi, je veux que chacune de ces illustrations de Don Quichotte soit la chose la plus rare par les moyens qu'on a mis à son exécution. Et vous allez faire des eaux fortes, des lithographies, mais aussi, de même que le film, avec des charmes, d'après la méthode paranoïaque-critique. C'est-à-dire, soudainement, j'ai l'association d'idées de fusées, d'arquebus à cause d'une lecture moyenâgeuse, et j'utilise un arquebus pour réaliser un seul trait, que dans le livre sera la lance de Don Quichotte. Alors le bibliophile aura la garantie que cette ligne a été tracée de cette façon, que le bouclier, par exemple, a été tracé d'après les oscillations d'une pendule, selon la rotation terrestre. Donc chaque petit incident de ces lithographies doit aussi comporter un élément de don quichotisme exacerbé. Qui aboutira à un livre qui se vendra à un prix, je pense, très élevé. Exactement. C'est pour ça que... On parle de plusieurs millions. Je crois que c'est 12 millions. 12 millions. 12 millions d'exemplaires. Ce sera vraisemblablement le livre le plus cher qu'on ait jamais vendu. Le plus cher et en tout cas le plus paranoïaque en même temps, dans le domaine spirituel et dans le domaine temporel. Dans le domaine spirituel et dans le domaine temporel. Je comprends dans le domaine temporel, mais dans le domaine spirituel, je comprends moins bien. Oui, parce que l'activité paranoïaque préside non seulement aux images, à la conception du sujet de chaque image, mais à l'élaboration de chacune d'elles. C'est-à-dire, je disais à Mathieu, c'est un peu son idée aussi, on fait un trait dans une rue, là où il y a Napoléon qui est mort, après on montre vite avec un taxi à Montmartre et on fait un autre trait parce qu'il doit être fait à Montmartre et pas ailleurs, et de la suite d'une série de déambulations de type quasi délirant, rempli de hasard objectif et de fortuité. Il doit naître un système très cohérent. Un système très cohérent qui aboutit à une lithographie. Oui. C'est pour ça qu'on traîne derrière moi tout le temps une grande pierre lithographique, parce qu'il doit enregistrer toutes ces oscillations justement de type spirituel. Ce qui ressort de tout ce que vous venez de dire, Salvador Dali, c'est qu'il y a chez vous une recherche passionnée du dérèglement de l'homme pour aboutir à une nouvelle règle. Et il y a en effet cette connaissance en vous profonde de ce que vous êtes, de ce que vous voulez être aussi, pour améliorer ce qui est extérieur à vous, c'est-à-dire que vous cherchez à partir de votre subjectivité à être objectif. Et ça, c'est une recherche qui nous est très, très sympathique et très utile. Et encore, c'est mieux que ça. Parce qu'en plus de cette volonté de puissance, plus ou moins masculine, qui est celle qui est la mienne propre, il y a une volonté de puissance féminine, qui est celle de Gala, qui est obscure. Je précise pour les auditeurs que Gala est votre femme. Invisible, oui, mais très agissante. Mais ça, c'est uniquement la postérité qui pourra décortiquer jusqu'à quel point oui, mais est-ce que une partie de mon génie est arrosée tout le matin et tous les soirs par une présence continue. Une présence. Oui. Car il n'y a pas de discontinuité dans cette présence. Exactement. Mais il y a aussi en vous, Salvador Dali, à côté de cet élément mâle, il y a l'élément femelle qui vous appartient à vous en propre, que vous ne devez pas à Gala, dont le nom d'ailleurs est encore un beau jeu de mots, Gala, le lait, qui vous donne ce lait nourricier.
Vous avez ce lait en vous de la féminité comme tous les grands artistes. Vous avez une part femelle en vous. Ah oui, oui, moi je me suis déjà peint avec des seins et tout ça. Vous voyez, je ne pensais pas si bien dire. En tout cas, Salvador Dali, vous faites donc une recherche vers les abîmes de la connaissance et en même temps, vous avez dit, vous avez écrit que vous cherchez au fond le ciel, dont Gala était peut-être pour vous une sorte de préfiguration, mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Et vous dites ici, je vous cite, qu'est-ce que le ciel? Le ciel ne se trouve ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Le ciel est exactement au centre de la poitrine de l'homme qui a la foi. Et vous ajoutez en post-scriptum, et je trouve que ce post-scriptum est assez déchirant. À cette heure, je n'ai pas encore la foi, et je crains de mourir sans ciel. Mais ça va mieux. C'était Mémorable. Hommage au peintre espagnol Salvador Dali, 1904-1989, qui s'entretenait avec Robert Mallet en 1957. Dali aurait un siècle. Aujourd'hui, 5e et dernière partie. Une réalisation de Perret Legras et Marc Hubert Floriot.